Alexandre Pantoja nous a offert l'un des plus beaux, voire même le plus beau combat de l'année 2023 face à Brandon Moreno pour devenir champion des flyweight. Sa première défense a lieu en co-main event de l'UFC 296, un rematch face à Brandon Royval. Leur premier combat était absolument incroyable. C'est incompréhensible que ce combat ne soit pas mis en avant. Il pourrait clairement voler la vedette au reste de la carte. Sur une série de 5 victoires, Brandon Royval se blesse à l'épaule dans un combat engagé face à Brandon Moreno. Il revient contre Pantoja et après un premier round très serré, il s'incline par étranglement arrière. Depuis, il a enchaîné 3 belles victoires grâce à son style ultra actif et créatif. Il obtient sa revanche et le title shot face à Alexandre Pantoja qui, après avoir perdu à la décision contre Askar Askarov, s'en est allé sur un run de 3 victoires face à Kaap, Royval et Perez pour obtenir sa chance au titre face à Brandon Moreno qu'il a emporté à la décision partagée. Combinant 9 bonus de la soirée à eux deux, ce combat promet d'être palpitant et on vous l'analyse maintenant avec Brian Boulan. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur l'appli numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Merci à unibet.fr pour leur confiance. Grâce à notre lien en description, vous obtenez un free bet allant jusqu'à 100 € lors de votre inscription. On vous le répétera tout le temps. Si vous décidez de vous lancer dans les paris sportifs, s'il vous plaît, faites-le avec une approche récréative de manière responsable. Faites comme nous, voyez ça comme un moyen de devenir encore plus fan de notre sport qui nous passionne tous en analysant davantage tous les combats et en étant plus engagé quand vous les regardez. Ne voyez surtout pas ça comme un moyen de vous enrichir. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Brian, comment toi tu vas? Ça va très bien, ça va très très bien. Genre de l'entraînement, je suis un peu fatigué de l'entraînement quoi. Bienvenue au club, je suis un peu fatigué de ma courte nuit. Ça c'est quand on est sur 2 horaires différents, on a des fatigues mais qui sont liées à d'autres Ouais. choses. On va directement rentrer dans le vif du sujet avec les forces et faiblesses. Bon, on va devoir se mettre d'accord, hein, Brian. Brandon Royval, c'est mon deuxième combattant le préféré. C'est mon deuxième Ah oui, combattant que je préfère, actif à l'UFC. Donc on va devoir être gentil avec lui, mon gars. Donc on va commencer par les forces et faiblesses de Brandon Royval. Et s'il te plaît, prends des pincettes sur les faiblesses. bon, Brandon Rival. Ses forces, pour moi, hein, ses grandes forces, c'est un très très bon striker longiligne, tu vois, qui a des coups assez particuliers, notamment son genou droit, tu vois, qui, euh, qui a été efficace hein, parce qu'il a mis KO la dernière fois, mais qu'il utilisait aussi pour mettre en danger et créer une incertitude. Très bon grappling aussi. Euh, il scramble bien, il se déplace bien, je trouve. Et puis une bonne gestion de l'espace, quoi. Voilà, voilà. Ça, c'est vraiment dans ses forces. Je le vois comme ça. Dans ses faiblesses, même si pour moi c'est un très très bon grappleur, je pense que on peut pas être excellent en striking. Enfin, on peut pas être excellent partout, forcément. Hein, c'est toujours une question de curseur. Et donc, de l'autre côté, son sol, sa lutte est un peu moins, pour moi, affûté que son striking. Mhm. Et autre faiblesse, en tout cas sur ce combat-là, c'est la question des synchrones. Est-ce qu'il sera capable? Ouais. Il n'a jamais montré de fatigue, hein. C'est pas, ça n'a rien à voir avec Pantoja, mais c'est toujours pareil, hein. C'est un combattant qui a bossé sur 3 rounds. Qu'est-ce que ça va donner sur 5, quoi. Tout à fait. C'est la grosse inconnue peut-être de ce combat, la plus grosse inconnue. Mm. Moi, je l'avais décrit comme un flow fighter, un combattant qui rentre en état de flow dès qu'il rentre dans la cage. Et toutes ses forces et ses faiblesses y sont liées. Euh, il peut se permettre d'être en état de flow parce qu'il est ultra compétent. Il est instinctif et créatif, donc difficile à lire pour ses adversaires, que ce soit debout ou au sol. Il est Mhm. réactif et diversifié, ce qui le rend difficile à gérer / contrôler, surtout au sol, comme tu l'as dit, très très bon scrambler. Il est actif et opportuniste, donc il est fatigant
et il laisse pas de place au répit pour ses adversaires. Par contre, étant donné qu'il n'y a pas de réflexion, on sent que de temps en temps, il y a de la précipitation, ce qui laisse des portes ouvertes, surtout au sol, et Pantoja en a profité dans leur premier combat. Et il accepte trop facilement la direction dictée par son adversaire, je trouve. Tu l'as dit, c'est un très bon striker, il a des très bons scrambles au sol et une bonne intelligence de combat au sol, mais il n'utilise aucune énergie dans la lutte, ni offensive ni défensive, j'ai l'impression, et il est facile à mettre au sol. Ça a failli lui coûter la victoire contre Buntorin. Moi, c'est un combat que j'avais bien apprécié justement pour discuter de scoring, parce qu'on a vraiment un Buntorin qui a 8 takedowns, un temps de contrôle super long, mais c'est constamment Brandon Royval qui cherchait à améliorer sa position, alors que Buntorin était en train de vouloir juste contrôler. Et donc, pour moi, c'est le bon vainqueur qui a été donné. Et, Et- et puis, c'est un gaucher. Ça, c'est aussi Oui, intéressant à ouais, dire. ouais, c'est un gaucher. Il y a un autre élément, je pense, qui est une force, hein, c'est sa capacité à envoyer du volume. Une fois qu'il a Mhm. réussi à ferrer le poisson, tu vois, une fois qu'il commence à imposer sa pression un petit peu lente et son rythme de combat, il est capable de mettre du volume. Mais étonnamment, comme tu l'as dit, des fois, il peut chercher une frappe un peu trop engagée, et c'est ce qui s'était passé hein, contre Pantoja, où il envoie une Direct, gauche ça. un petit peu trop engagée, il se fait prendre son dos bêtement, quoi, tu vois. Ouais, bah, ça faisait penser un peu à Gann contre Jones, hein, tout simplement. Exactement. Un bras arrière un peu trop plongeant et un 2 qui est pris immédiatement. Et face à Pantoja, c'est vraiment pas la bonne situation. Et je pense que ça fait la bonne transition vers la description de Alexandre Pantoja. Premier truc que j'ai noté, moi, c'est backtaker, justement. C'est quelqu'un qui a une énorme capacité à prendre le dos. Je pense que c'est ouais, historiquement, il fait clairement partie du top 10, peut-être même du top 5 en termes de capacité à prendre le dos à un adversaire. Je sais pas si tu le situes dans cette catégorie-là aussi. Ouais, moi j'avais écrit backtaker, mais je pense qu'il faut qu'on dise preneur de dos. Parce qu'on va se Oui. prendre des commentaires sur notre anglicisme. Tu sais qu'hier soir, j'y ai pensé. Hier soir, je me suis dit, backtaker, on va écrire en bas de l'écran ou alors on va le dire oralement, preneur de dos. Ça sonne mal en français, les gars. Sérieux, laissez-nous avec quelques anglicismes. Ouais, mais en canadien, ça passe. Preneur de dos. Mon accent il est pourri canadien. T'as fait un accent japonais, mec. C'est bon, on va dire que c'est Non, parce que t'es ouais. t'es au Japon. C'est vrai que ça ressemblait. J'ai essayé d'un accent, c'était pas le bon. Donc, preneur de dos, c'est backtaker, moi, ce que j'avais noté. Pour moi, c'est un grappleur, hein. Un très bon grappleur, il a un bon striking, mais exactement pareil, hein, comme avec Royval, on est vraiment sur une question de, 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 de curseur, donc très très bon grappleur, et forcément, bah, son striking est un petit peu moins bon. Euh, dans ses forces, il s'arrête pas non plus, hein, comme Brandon Royval. Il balance, il va à 100%, il est là pour le finish. Euh, il est vraiment là pour le finish. Il va tout donner s'il le faut hein, sur un premier round. Et quand on avait fait l'analyse à l'époque contre Moreno, on s'inquiétait énormément sur son cardio. Mhm. On voyait vraiment, hein, si je me rappelle bien, mais on se disait c'est pas possible, s'il donne ça, il va jamais tenir. Et pourtant, bah, il a su faire le taf sur 5 rounds. Donc on sait ce qu'il est capable de faire sur 5 rounds, même si c'est beaucoup moins efficace qu'au premier round, mais on sait ce qu'il est capable de faire. Bah là, typiquement, le dernier round contre Brandon Moreno, on voyait qu'il était en déficit d'énergie par rapport à Moreno. Mhm. Mais il va quand même chercher le cinquième round aux yeux de deux juges. Si je dis pas de bêtises, il y a deux juges qui lui donnent le cinquième et un juge qui le donne à Moreno. Mhm. Parce que Moreno a été beaucoup plus impactant sur la phase qui s'est passée à distance de pied-point. Et Pantoja est allé chercher le dos. Il a été critiqué parce qu'il s'est juste mis en sac à dos sans réellement actionner des tentatives offensives. Ceci étant dit, voilà, dans la fatigue, il a eu l'intelligence d'aller Mhm. prendre le chemin qui lui rapportait le plus de chances de prendre le dernier round. Et je trouve que ça a été ouais, un ajustement intelligent par rapport à là où il en était dans le combat, par rapport à là où Brandon en était dans le combat. Et je pense que c'était la chose à faire pour lui, à sa place, à l'instant T. Ouais, Donc je pense qu'il y a c'était un... c'était risqué quand même. Moi, je trouve ça risqué parce que ce cinquième round, sur l'impact, même en regardant le combat, ben voilà. Je pense que ça dépend vers quoi tu scores le plus. Si tu dis que deux trois frappes significatives sont moins importantes que une prise de dos complète, qui est très impactante, on est tous d'accord là-dessus.
mais ça reste risqué parce qu'effectivement, il y a un juge qui a trouvé que le striking était plus impactant. En fait, ce qui lui manquait, c'était peut-être juste, tu sais, quand tu as le dos et qu'il reste 20 secondes, même si tu as plus d'énergie, tu as 20 secondes pour démontrer une vraie recherche active Mmh. de De finish, l'étranglement. oui, Et je suis d'accord. ça aurait pu vraiment diversifier et mettre tout le monde Mmh. d'accord sur que Pantoja l'emporte, alors qu'effectivement, ce round-là, il est ouvert à la discussion, ça c'est Mmh. clair. Moi, de mon côté, je pense avoir rien à ajouter, si ce n'est qu'il a un très bon menton. Il n'a jamais été finalisé, que ce soit par soumission ou par KO. Donc il est résistant, il est dur au mal, même dans la fatigue, il est compétent. Et alors, dans les points à améliorer, ça c'est. Donc, son pied-point était pas excellent au début à l'UFC. On a vraiment vu une progression, surtout là contre Moreno. Il a sacrément mis en difficulté dans le premier round. Faire ça à Moreno debout, ça veut dire que ton striking s'est largement amélioré. Par contre, en termes de défense, je le trouve assez perméable. Et d'ailleurs, on l'a vu aussi dans le premier combat contre Royval. Ils se font tous les deux beaucoup toucher debout, l'un comme l'autre, avec des touches assez intéressantes. Mmh. Donc voilà, pour force et faiblesse, je pense qu'on a bien établi les deux profils, ou tu as Je quelque vais, chose à ajouter? j'ai un truc à ajouter sur ses forces. Donc, on s'est vraiment concentré sur le fait qu'il est très très bon à prendre le dos, hein. Il nous a montré des choses assez incroyables, surtout sur des combats à ce niveau qu'est l'UFC, tu vois. Par contre, c'est son étranglement arrière, je pense qu'il y a une énorme force. Donc, son étranglement arrière, pour moi, il a un système d'étranglement qui lui permet faut pas se faire prendre le dos avec ce type-là, quoi, tout simplement. Parce que il trouve une solution. Et alors, je vous fais la petite parenthèse, que c'est vraiment un truc là que, en regardant un petit peu tous ces combats, je me dis, mais à chaque fois, il trouve cet étranglement, ce qui est pas forcément évident. Surtout que je trouve qu'il est pas forcément toujours bien positionné. Mais en fait, il va attaquer l'étranglement vous voyez, en grappling, on essaye de passer sous le menton comme ça, etc. Moi, je le fais pas, ça me casse la tête parce que bah, dès qu'on passe, hop, il y a le menton qui passe et on l'a pour une heure. Et en gros, il enveloppe juste avec son bras la mâchoire et il attaque depuis cette position-là. Et en fait, bah, il y a trois options. La première, c'est que ça glisse. Son bras finit par, en serrant, ça glisse en dessous, il étrangle. Donc, regardez ces combats, vous allez voir, hein, je me rappelle plus contre qui, mais il y en a deux comme ça, où il étrangle, ça glisse, ça passe en dessous. Le deuxième, c'est que il étrangle, l'autre soulève son bras et ouvre pour l'autre bras, donc il va étrangler, et puis quand ça commence à monter son bras, boum, il passe en dessous et il étrangle de l'autre côté. Et le troisième, c'est si l'adversaire, au moment où il enveloppe, tourne la tête, il va sur un neck crank, une clé de nuque, tu vois. Donc ces trois options-là, elles sont, moi je les trouve magnifiques. Je les trouve magnifiques. Je vais les mettre dans mon arsenal, tu vois. Mais je les trouve, voilà, je pense que c'est extrêmement dangereux de se faire prendre le dos, notamment grâce à ce système-là. C'est pas juste un grappleur qui voit une ouverture, qui étrangle. C'est un grappleur qui a une stratégie qui paraît un peu bourrin comme ça, un peu, enfin voilà, j'y vais en force, mais qui est bien réfléchi. Et c'est d'ailleurs assez intéressant parce que neck crank chez les flyweights, c'est plutôt rare, je pense. Ça demande quand même pas mal de force. C'est quelque chose qu'on va voir plus souvent vers les poids plus élevés, même si au final les deux neck crank les plus classiques les plus connus dans ces situations-là, c'est Khabib et Demian Maia, qui sont pas des Ben poids lourds. regarde, il en a un, hein. Il en a Ouais, contre un. Perez, contre Perez. Ouais, il est bien, bien, bien seul. Ouais, mais ça, enfin, tu vois, c'est le genre, ouais, c'est le genre de soumission qu'on imagine plus facile chez les plus lourds parce que bah, ça demande beaucoup plus de compression, tu Bah, vois. une tête qui est tournée comme ça, c'est Ouais, extrêmement faible, hein. C'est vrai que ouais, c'est vrai. tu tournes la tête et souvent, en fait, quand on est concentré à vouloir étrangler et aller chercher les artères, on oublie que bah, s'il tourne la tête, on tape sur la rotation, hein. Et c'est peut-être moins utilisé aussi parce que bah un, l'étranglement arrière, c'est ce qui est le plus entraîné. Deux, c'est interdit en amateur, novice, tu vois. Donc, Ouais, et puis bah considéré tu comme le une fais pas non torsion. plus. Et tu le fais pas à l'entraînement non plus, quoi. T'es pas, ça fait partie des techniques qui sont très très mal vues. Enfin mal vues, c'est même pas le terme. Tu les fais pas parce que tu vas pas blesser tes partenaires d'entraînement, tu vois.
Mm. Ouais, et alors par conséquent, comme c'est quelque chose qu'on balance pas à l'entraînement, c'est quelque chose aussi qui défensivement, on est moins Ouais, habitué parce qu'on le clairement. travaille pas spécialement à l'entraînement, sauf en drill très léger, mais il y a un monde d'écart entre un Non. drill léger où tu sais que le gars va faire ça et que tu vas défendre comme ça, et un combat où le gars veut littéralement arracher ta tête Ah pour ouais, aller ouais, ça chercher n'a une rien à voir. ceinture, en l'occurrence si on est sur un title fight à l'UFC. Tout à fait. Ok, eh ben écoute, je pense qu'on a fait le tour des profils sportifs, on va passer à la Mhm. partie game plan. Royval. Royval, qu'est-ce qu'on mettrait comme game plan de son côté? Moi, j'ai trouvé ça. Parce qu'en fait, il y a une réalité à faire avec les. Quand on parle de game plan, c'est évidemment. Il faut établir quelque chose que l'athlète est capable de mettre en place. Ça sert à rien de faire des game plans. Il faut envoyer un spinning wheel kick si le gars n'a jamais envoyé un low kick dans sa carrière, par exemple. Pour Royval, j'ai l'impression que, étant donné que c'est un combattant qui cherche l'état de flow, t'as pas beaucoup d'éléments stratégiques à mettre en place. C'est plus sur des recommandations. Tu vois, si tu lui donnes des lignes en disant, OK, bah, contre lui, tu restes plus debout. Contre lui, tu cherches à créer le scramble. Contre lui, tu mets plus de volume. Contre lui, tu diminues un peu ton volume. Moi, personnellement, dans un combat contre Pantoja qu'on a déjà vu en plus, la réalité, c'est que là où il avait le plus de succès, c'était debout. Même si au sol, il a pu menacer quelques trucs sur les clés de jambes, etc., etc. Mhm. Et là où il avait le meilleur de son succès aussi, c'était debout quand il arrivait à mettre Pantoja sous pression et qu'il transformait le combat en bagarre. Donc moi, ce serait mes recommandations, c'est vraiment d'imposer son rythme lui et de peut-être utiliser un tout petit peu plus d'énergie dans la lutte défensive, parce que Pantoja, j'ai vraiment du mal à le voir se faire soumettre, sauf s'il est sonné avant. Moi, je suis d'accord. Moi, j'avais mis légère pression, donc je pense qu'il doit effectivement, mais vraiment, c'est pour ça que j'ai mis rajouter le fait que ce soit léger. Je veux qu'il soit là, tu vois, mais qu'il soit capable de désengager. Et je pense, en tout cas, dans le game plan, ce que je pense qui pourrait être intéressant pour lui, c'est le volume. Mhm. Le volume de frappe. Ça lui permettra d'éviter de surengager et de se faire mettre au sol ou prendre le dos, ce genre de choses. Euh, Aucun truc de spinning, là, retourné, machin, parce que je me demande s'il avait pas tenté, il s'est fait prendre un body lock sur, ou c'est peut-être dans Euh, un autre combat, je sais plus, je mais crois, attends. Non, tu sais quoi? On va l'annoncer maintenant, mais on va aussi analyser Axel Sola. Moi, j'ai regardé Axel Sola hier et il, ah, il il en tourne fait le un dos, il sait aussi. prendre le dos. Mais Donc ça là, c'était, m'étonnerait pas que Royval l'ait fait aussi, mais j'ai pas vu de mais non, combat non, hier, en tout cas avec ça. je l'ai noté avant de regarder les combats d'Axel Sola. Donc non, non, Ah, ok, ok. tous ces trucs-là, éviter le clinch pour moi. Je pense qu'il Mhm. doit éviter le clinch et garder ce genou droit. J'aime vraiment bien ce genou droit un peu menaçant. Et je pense sincèrement qu'il doit avoir une stratégie de volume dans le sens où il va investir ses frappes sans trop de puissance pour pouvoir les exploiter à partir du troisième round, tu vois. Mhm. Donc pour moi, la stratégie serait vraiment de survivre 1 et 2, de pas se faire prendre le dos. Donc quitte à, si s'il y a une tentative de mise au sol, à rester en face et à tirer la garde s'il faut et à mettre des coups de coude et tout, pour fatiguer Pantoja. Dès que ça repart debout, envoyer du jab, envoyer du cross, toujours à distance, être prêt à sortir, menacer les genoux. Et puis à partir du troisième, commencer peut-être à déplacer, à chercher les, les, les frappes qui font mal, tu vois. Mhm. Donc ça, J'ai- ouais. J'allais juste dire que j'aimais bien la partie pression légère. J'aime bien l'expression que tu as utilisée et c'est typiquement vrai parce que souvent, quand tu veux mettre sous pression, tu as aussi tendance à vouloir frapper fort et du coup à exposer Et tes hanches, avancer, exposer ouais. ton dos, à trop Mhm. avancer, à trop être sur ton pied avant. Et là, c'est juste une pression via laquelle tu vas envoyer beaucoup d'informations à ton adversaire, mais beaucoup les frappes longues, hein, les jabs, les crosses, utiliser les feintes, les front kicks aussi. Il peut, tu vois, quitte à lever ton genou comme tu le fais très bien, tu peux, si le gars ne rentre pas sur ton genou, envoyer ton front kick derrière. Euh, Ouais. J'aime beaucoup ça. Et alors, le côté crescendo, c'est pas mal aussi, puisque on a l'impression, encore une fois, c'est de la spéculation, mais que Royval est capable de tenir un rythme sur 5 rounds, ce qui n'est pas le cas de Pantoja. Et donc,
plus tôt dans le combat, plus Pantoja a des portes ouvertes sur être efficace avec son style. Plus le combat avance, plus il y a des opportunités peut-être qui s'ouvrent à Royval. Ouais, et on peut partir du principe que comme c'est un striker longiligne, souvent ils ont des muscles un peu moins explosifs, tu vois, un peu plus endurants. Euh, et j'imagine aussi que c'est quelque chose dont il est habitué, tu vois, de travailler à distance. Enfin, j'espère Mm. pour lui, quoi. Donc, euh, donc je pense que ça serait vraiment une bonne stratégie, surtout qu'il est gaucher, tu vois. Mm. Et ça peut ouais, vraiment bien fonctionner. En tout cas, ça serait ça que je verrais comme possibilité d'emporter ce combat pour Royval, tu vois. Ouais, à la patience aussi. Ok, du côté de Pantoja, je pense que la base de la base, c'est tu es face à quelqu'un qui est un peu créatif, qui utilise beaucoup de déplacements et de volume. Donc, Mm. avec le style de Pantoja, pour moi, l'élément de base, c'est chercher à contrôler. Tu dois essayer de contrôler l'espace, chercher à contrôler les actions, chercher à contrôler le clinch à la cage, coller à la cage, lutter idéalement sans mettre au sol à l'ouvert, mais plutôt le mettre au sol à la cage, demi-garde à la cage, ça peut vraiment bien fonctionner face à quelqu'un qui aime beaucoup bouger et vraiment avoir cette idée de contrôler un maximum. Tu sais que si tu lui prends le dos et qu'il est debout, il va faire un crâne b-roll, avoir les solutions pour pouvoir le laisser partir et venir chercher, je sais pas moi, un contrôle latéral dans la transition, voilà, ce genre d'éléments, et pas laisser trop d'espace, quoi. C'est plus avoir un grappling centimètre par centimètre, comme j'aime appeler, un grappling à pression, qu'un grappling où tu laisses une porte ouverte et puis tu essayes de capitaliser sur le mouvement de ton adversaire, parce que ça, c'est typiquement le jeu de Royval. Et alors j'ai mis économie d'énergie intelligente. Donc c'est trouver la fine ligne entre je dépense pas trop d'énergie pour pas me fatiguer parce que sinon ça peut se retourner contre moi plus tard. Mais j'utilise suffisamment d'énergie pour pas me faire surprendre aussi, puisque de temps en temps, quand tu es en économie d'énergie, si l'autre accélère un peu trop par rapport à ton intensité à toi, ben c'est là où l'ouverture se trouve. Et comme Royval est opportuniste, c'est vraiment risqué de faire ça contre lui. Mm. Bah écoute, ouais, moi, je te rejoins pas mal, je te rejoins pas mal. Je sais pas si Pantoja sera capable de suivre un game plan comme ça, tu vois. Des fois, je me demande comment il réfléchit, tu vois. Mais moi, j'avais noté donc mettre de la pression, donc ça rejoint un petit peu le fait de pouvoir cadrer entre guillemets. Je Ouais, pense qu'on est tous les deux d'accord que il doit chercher la lutte. Moi, le game plan, c'était pression et le 2, donc le point arrière. On ouais, a vu, euh, on a vu Royval se faire connecter un temps en temps avec un bras arrière qui part sans setup entre guillemets, sans le 1 d'avant. Euh, pour moi, il doit grappler, il doit pas hésiter s'il a envoyé le 2 à shifter, donc à changer de garde pour avancer, renvoyer du 2. Et moi, je parierais clairement sur ce qui fait le mieux, de mieux, hein, c'est de prendre ce dos à Royval. Donc moi, je le vois attaquer et puis plonger dans les jambes, travailler jusqu'à obtenir la prise de dos. Et je pense que ça doit être son game plan, quoi. Je pense il est au-dessus en termes de grappling. Et la question, elle est toujours, bah ouais, sur cette économie. J'ai pas parlé d'économie parce que je sais pas si c'est une bonne stratégie pour lui de trop s'économiser, tu vois. et Ah, moi je mettrais pas. Enfin, c'est vrai que économiser, c'est peut-être pas le bon terme, mais plus ne pas trop se fatiguer, à l'inverse. ouais, C'est mais tu vois, bien genre, gérer son énergie. est-ce Ouais. qu'il faut mieux être à genre 100% le premier round, 80 le deuxième round, euh, et puis 60-50-50, avec en augmentant énormément les chances de gagner au premier ou au deuxième, tu vois? Ou est-ce qu'il vaut mieux être à 60-60 chaque round et peut-être ben, d'être quand même à 60% sur les derniers rounds et être en difficulté, tu vois? Ouais, ouais, ouais. Après, c'est peut-être aussi la logique de si je me fatigue, il faut que ça fatigue l'autre également. Ouais, ouais, oui, il y a Ça, ça c'est peut-être aussi, une tu vois. logique aussi. Ouais. Donc Mm. là-dessus, je sais pas du tout. Moi, j'aurais presque envie de voir Pantoja ben, chercher vraiment ce qu'il fait d'habitude, quoi, le finish au premier ou au deuxième, tu vois. Ouais. Ouais, parce qu'on Parce on l'a que vu capable de quand même combattre correctement dans la fatigue. Donc, il peut ouais, se et permettre parce d'y que aller. ouais. Mm. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est les derniers rounds, hein, avec
avec un Royval qui, pour moi, avec l'allonge, le fait qu'il soit gaucher, qui puisse mettre du volume et tout, les derniers rounds m'inquiètent beaucoup, tu vois, Mhm. pour Pantoja. Donc, Ouais, donc peut-être avoir cette stratégie un peu plus, on va pas dire risquée, mais avec cet objectif de finaliser dans les 2 premiers pour sortir du combat avant que sa fatigue s'installe chez lui face à un rival qui est potentiellement capable de le submerger de volume ouais. à partir du 3e/4e. Ouais, intéressant, intéressant. Mm. Écoute, on va passer à la question du membre. Vient de Nico Bellic qui demande est-ce que Pantoja pourra faire face aux assauts de Royval dans les rounds de championnat. Ça rejoint un peu ce qu'on a dit, hein. Ah Il ouais, ouais, ouais. explique donc là je cite on a vu Pantoja épuisé face à Moreno et malgré qu'il ait réussi à capitaliser sur les erreurs de Moreno, je pense qu'une stratégie pour Royval serait de travailler le corps sur les 2 premiers rounds en étant patient puis accélérer lorsque Pantoja fatigue ensuite. Je pense que ça rejoint pas mal ce qu'on a dit, hein. Évidemment, il Mm. faut que si Royval vient avec cette stratégie, c'est que lui-même a confiance. Parce qu'encore une fois, on ne l'a pas vu dans un 4e et 5e round, mais ça veut Mhm. dire que lui se sent suffisamment en confiance que pour mettre du volume, lutter défensivement, parce que ça, il sait qu'il va devoir faire face à un Pantoja qui va vouloir le lutter, et continuer à être efficace en pied-point dans le 4e et dans le 5e. Si c'est le cas, je pense que ouais, c'est la voie à suivre pour Royval. J'aime bien l'idée d'attaquer le corps, surtout chez les flyweight où ça bouge beaucoup. Et la question, la Ouais. question c'est vraiment est-ce que Moi, c'est Pantoja sera capable de faire face aux assauts de Royval. Alors moi, sur cette question, c'est vraiment l'aspect sur les 2 premiers rounds. Est-ce que Royval a intérêt à travailler le corps, tu vois? Euh, je sais pas si c'est si intéressant face à un Pantoja qui a pas de retrait de buste, qui a pas énormément de retrait de buste, qui est relativement serré. Et moi, personnellement, je pense qu'il aurait plus intérêt à utiliser ce qu'on appelle euh, des blinding jabs, tu vois, des jabs, des crosses qui viennent toujours un petit peu dans la garde, tu vois, pap, 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 pour un moment que le cerveau il sature d'informations, tu vois. Ouais. Le corps, c'est aussi s'ouvrir à de l'explosivité dans les 2 premiers rounds, l'explosivité qu'a Pantoja, hein. Il pourrait envoyer un cross arrière ou des trucs comme ça. À moins de rentrer avec des types, donc Ouais. les kicks au corps, mais encore avec ce risque de se faire saisir une jambe et de se faire mettre au sol. On a vu quand même Pantoja qui est capable depuis des single legs, des single legs relativement hauts, de remettre au sol derrière. Moi je suis entièrement d'accord sur les 2 premiers rounds où il doit fatiguer Pantoja, mais moi je privilégierais plutôt une fatigue qui est liée avec du volume, Mhm. donc vraiment qui soit plutôt perturbé plutôt que des frappes au corps. Mais et oui, effectivement, je le vois, je te rejoins, je le vois être capable de pouvoir trouver, s'il survit aux assauts de grappling, pouvoir trouver les ouvertures dans le 4 et le 5. Ouais. Ouais, mais ouais. Et pour répondre vraiment à la question, donc la question ça portait vraiment est-ce que Pantoja est capable de attends, j'ai utilisé les bons Non, mots. Est-ce que est-ce que Pantoja Royval? pourra faire face non, est-ce Ah! que Ah oui, Pantoja oui. pourra faire face Mm. aux assauts de Royval dans les rounds de championnat? Moi j'ai tendance à dire oui. C'est pas là où il fera le meilleur de son taf, mais on l'a vu contre Brandon Moreno. Moreno, c'est aussi quelqu'un qui envoie beaucoup de volume, qui a un excellent cardio. Et Mm. Pantoja a trouvé un ajustement qui était intelligent pour pouvoir faire mieux que survivre dans le 4 et 5. Hein, parce que voilà, il a été compétitif dans le 4 et 5. Je me demande s'il ne prend pas le 4 et le 5, c'est split. Donc, ouais, je pense que c'est là où Brandon Mais Royval aura le plus d'avantages. il a été Mais je pense. compétitif en prenant le dos, hein, sur le 5. Ouais, certes. Non, non, mais ce que je veux dire par là, c'est ouais, donc c'est Ouais, il a. compétitif. Est-ce qu'il sera compétitif debout s'il n'arrive pas à prendre le dos? Là, c'est une Ah autre non, question, tu vois. mais il pourra faire face Oui. aux assauts en cherchant à aussi prendre le dos contre Royval. Ah ouais. Évidemment, si la question c'est est-ce que dans le 5e round, ils font une guerre debout non, là je pense que Pantoja il va vraiment vraiment souffrir contre Royval Mm, dans un mm, mm, 5e round mm. si ça reste debout. Mais on a vu qu'il avait les armes dans la fatigue pour trouver
son petit chemin pour éviter justement c'est vrai. devoir subir trop d'assauts. C'est plus comme ça que Mm. je le tournerai. Ok, ben on va partir à la fin de ce podcast avec nos pronostats, pronostics et préférences. Alors en termes de pronostats, officiellement sur unibet.fr, et on rappelle, merci à unibet.fr pour le sponsoring, avec notre lien en description, vous avez un free bet allant jusqu'à 100 € à l'inscription. Et si vous jouez, s'il vous plaît, faites-le de manière responsable. Alors, unibet.fr nous donne les cotes à 1,51 pour Pantoja et 2,40 pour Royval. On est donc sur un bon gros 60-40. Est-ce que tu es d'accord? À l'avantage du champion. Royval Moi, est favori. avant de regarder, enfin, j'avais pas regardé les cotes, j'avais mis 60-40 moi pour Pantoja. Ok. Je pense qu'au vu de ce qu'on a dit sur le podcast, ça me semble logique. Moi, je t'avoue que j'étais plus sur un 55-45 et je vais expliquer pourquoi. Quand tu regardes leur premier combat qui remonte à il n'y a pas si longtemps que ça, c'était en 2021, ça pouvait vraiment aller dans les deux sens. Ça ressemblait à c'est le typique 50-50, je trouve. Je sais qu'avec Desi, tu refais le monde, mais le premier round, c'est une split. Je ne sais plus c'est dans quel sens, mais il y en a deux qui le donnent à un et il y en a un qui le donne à l'autre. C'était relativement serré. Et dans le deuxième round, on voyait un Pantoja qui fatiguait énormément, un Royval qui commençait à prendre l'ascendant, Royval qui fait une erreur en exposant son dos et Pantoja qui est capable de capitaliser dessus. Vrai. Donc pour moi, ce combat-là, c'est pile un 50-50. C'est vraiment la définition même du 50-50. Maintenant, je pense que Pantoja prend 5% par l'expérience sur 5 rounds, par une peut-être plus nette progression dans son jeu depuis qu'ils se sont rencontrés. Je trouve que Pantoja s'est peut-être un peu plus amélioré que Royval entre 2021 et maintenant, et par la classique confiance du champion. Donc moi, je suis plus sur un 55-45. Il y a ça, il y a cette question-là aussi de statut de champion. Est-ce qu'on va avoir un level up? Est-ce qu'il va avoir une progression de son nouveau statut? Ça aussi, ça va être intéressant. Donc ouais, peut-être que le 5% est là. Moi, je pense quand même que le 60-40, bah, il y a cette dimension de grappling hein, qui... c'est pas comme si il avait échoué à prendre le dos dans ses combats, tu vois. Il trouve toujours un moyen de prendre le dos, tu vois. Donc ça, c'est difficile d'imaginer Pantoja ne pas prendre le dos à Royval et donc ne pas trouver une solution pour l'étrangler, quoi, à nouveau. C'est clair, c'est clair. On a vu que c'était difficile de prendre le dos de Royval dans leur premier combat parce qu'ils luttent pour pas se le faire prendre, mais Pantoja trouve un moyen d'aller le contrôler tout de même. Pronostic et préférence. Je te laisse prendre le lead dessus. Comme je vous ai dit, hein, je suis sur un 60-40, donc je vois 60% de chance, un Pantoja qui étrangle Royval dans le premier ou le deuxième round. Ça c'est... Mais 60-40, ça reste serré. Hein, et je vois un 40% de chance, Royval qui arrive bien préparé, qui sait que le vrai danger c'est de se faire prendre le dos et étrangler, donc qui va donner sa vie pour pas se faire prendre le dos et qui va trouver ses armes dans les derniers rounds et trouver un TKO, tu vois. Donc je vois 40% de chance de l'autre côté. Donc ça c'est mon pronostic mesuré en soi, tu vois, quand on essaie de mettre un peu de trucs. Après, bah, forcément, hein, si je vois 60% de chance de plus, si je dois donner juste un nom, je pense que ça sera Pantoja par étranglement arrière, quoi. Mais l'autre scénario est hautement probable aussi. Bah écoute, moi je suis d'accord avec le statut de favori de Pantoja, mais je vais faire un pronostic biaisé. Hein. Je vais voir une victoire de Royval à la décision. C'est ma préférence. Et je te jure que je vais l'avoir, mon rêve d'avoir Royval et Sandhagen champion en même temps. Ah, de décision? Ouais, à la décision. Ah, tu penses décision. Mais Et tu penses statistiquement, Pantoja s'est prendre... jamais fait finaliser, tu vois. Il s'est Mais jamais fait finaliser et je pense que Royval est capable de prendre 3-4-5. 3-4-5. 3-4-5 ou 2-4-5. Ouais. Mais 3-4-5, sur un synchrone, c'est vrai que souvent, striker contre grappler, on a déjà parlé, hein, mais le striker, il doit viser le 3-4-5 souvent. Hein. Ouais. Le 1-4-5 ou le 3-4-5, ouais, clairement. Ouais, c'est un pronostic intéressant.
En tout cas, ça va être. Je pense que j'espère qu'ils vont pas regarder notre vidéo parce qu'on aura un combat un peu trop mesuré. Non, je pense pas que. J'espère qu'ils vont arriver comme Je pense, d'habitude, quoi, à je pense que balancer la sauce. je pense que ces deux profils, même si c'est dans leur intérêt de mettre un combat plus mesuré et plus Ouais. calculateur pour s'assurer plus de chances de victoire, ils ne le feront pas. Et on va peut-être finir c'est pas vraiment un débat, mais encore une fois, cette incompréhension que cette division soit pas mise en avant, parce que d'un côté, on a Pantoja qui potentiellement contre Moreno nous a offert le plus beau combat de 2023, ou en tout cas Mhm. facilement dans le top 3 des plus beaux combats de cette année à l'UFC. Ouais. Royval contre Pantoja 1, c'était incroyable. Royval, il nous offre aussi tout le temps des beaux combats. C'est facile à mettre en avant, mais l'UFC ne veut pas le faire. Et il y a vraiment cette culture du poids lourd aux États-Unis qui fait que, mais ça me désole vraiment que, parce que Ouais. si même cette vidéo, elle va pas faire beaucoup de vues, alors que ce combat est exceptionnel. Je pense qu'il y a de fortes Après, chances ouais, que ouais, c'est ça sûr. vole la vedette à la soirée. Donc voilà. Bref, on va faire des pubs maintenant, Brian, parce que je voulais les faire pendant le podcast, je les ai pas faites. Là, on va analyser Virgil Hogan publiquement contre Shigmoto, donc le main event de l'Ares. Axel Sola, donc tous ceux qui écoutent encore maintenant, c'est que vous êtes intéressés par notre podcast. On va analyser le co-main event de l'Ares en exclusivité membre. Comme vous avez vu, ça fait quelques semaines qu'on prend des questions du membre. C'est une possibilité qu'on offre à nos membres de poser leurs questions auxquels on répond pendant nos podcasts. Donc, être membre de la chaîne, ça invite à pas mal d'avantages. On répond à tous vos commentaires de manière exhaustive. Vous avez accès à des vidéos en exclusivité. Vous pouvez poser vos questions et bien plus que ça. Donc voilà, tous ceux qui sont intéressés, il y a le bouton membre ou alors j'ai mis le lien en description. Merci à tous. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, qui sont encore connectés, abonnez-vous, likez la vidéo, mettez votre prono en commentaire. Ah! Et en parlant d'Ares, non, je ferai ça sur les vidéos d'Ares. Comme ça, j'ai un teasing. Allez voir les vidéos d'Ares, il y a une autre news. Cool. Brian, ciao, ciao. Ciao, merci à tous.